c'est faire connaître nos créateurs d'entreprise, faire connaître ce que propose l'ADI, hein, les microcrédits, l'accompagnement, on va en parler. Mais c'est surtout permettre aux personnes qui ont un projet de création d'entreprise de trouver de l'information. Et donc, on n'est pas là je ne suis pas là aujourd'hui. Le but de cette webconférence n'est pas de vous vendre des produits de l'ADI ou des produits autres, mais c'est bien de vous informer sur ce qui existe et de vous permettre d'avancer dans votre projet. Voilà, je vous mets juste le site ici dans le chat si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Vous verrez que vous soyez en métropole ou en outre-mer, hein, j'ai vu qu'on avait des participants autour de la table qui sont à La Réunion ou à Mayotte. C'était pas très clair dans la localisation et donc je les salue. Il y a aussi sur l'ensemble de la France métropolitaine et outre-mer des actions, voilà, des rendez-vous qui vous permettent de venir rencontrer la vie. Alors, on va attaquer directement sur cette petite présentation, sachant qu'on a prévu aujourd'hui quatre points. Un rapide tour d'horizon de la création d'entreprise aujourd'hui, un plaidoyer sur le pourquoi ne pas démarrer seul. Vous verrez que voilà, il y a différents arguments implacables pour éviter de démarrer tout seul. Les étapes de la création, rapidement évidemment, et ce qu'on peut vous proposer si vous avez besoin d'un financement et d'un accompagnement à la vie. Voilà, et donc tout ça, comme je le disais, en 40 minutes, voire un petit peu moins, pour laisser le temps des échanges. On va même essayer de tenir en une demi-heure pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire s'il faut que s'il faut que je ralentisse. J'essaye de m'adapter. Alors, un petit quiz à 84, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais on va le tenter. À votre avis, cette première affirmation, il faut avoir beaucoup d'argent pour créer sa boîte, vrai ou faux? Allez-y, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour la beauté du geste. Alors, voilà, effectivement, tellement faux, tout à fait. Faux, mais quand même un peu, pas mal, Joséphine, c'est vrai. C'est quand même mieux d'avoir de l'argent, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si Skozari est votre prénom ou Bayo, mais vous avez raison. Euh, j'ai un son très mauvais. Alors, je ne sais pas pour les autres si c'est le cas. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux essayer de passer au micro. Ok, excellent. Oui, non, c'est bon. Bon. Alors, écoutez, Marion, je suis désolé, je pense que c'est votre connexion. Ok. Bon, effectivement, c'est bien d'avoir un peu d'argent quand même, mais en réalité, aujourd'hui, 94% des auto-entrepreneurs, on appelle aujourd'hui des micro-entrepreneurs, démarrent avec un plan de financement inférieur à 8 000 euros. Et donc, voilà, 94%, c'est évidemment une écrasante majorité, même si on aimerait bien tous avoir beaucoup d'argent. Et notamment quand on crée son entreprise, on peut tout à fait démarrer une entreprise avec des moyens limités. Ça ne veut pas dire qu'il faut démarrer avec rien du tout, on va y revenir. La deuxième affirmation, seules les sociétés sont de vraies entreprises. Bon, vous voyez bien où on veut en venir. Voilà, hein, effectivement, c'est faux. Hein. Il y a aujourd'hui, là aussi, une très grande majorité, à peu près les deux tiers des entreprises créées chaque année qui sont des entreprises individuelles. Et la moitié de ces deux tiers sont des micro-entreprises, hein, qu'on appelait avant des auto-entreprises. Donc, on a là aussi une majorité des créations en France qui se font sous un autre statut que la société. Donc, la confusion créer une entreprise et créer une société est effectivement voilà, une erreur, hein, puisque tout à fait créer une entreprise individuelle ou bien une micro-entreprise. Et puis la troisième affirmation qu'on entend souvent quand on discute avec des entrepreneurs, ouais, c'est bon, tout va bien, c'est mon comptable qui s'occupe de la gestion. Et bien là aussi, hein, effectivement, bravo, il y en a qui répondent très vite et qui vont bon à chaque fois. Voilà, c'est trois fois faux, hein, c'est la question numéro 3 et c'est trois fois faux. D'une part, effectivement, il faut le rémunérer, vous avez raison. D'autre part, le comptable, son travail, c'est de mettre en forme les éléments comptables que vous transmettez, c'est pas de gérer l'entreprise. Voilà, exactement, Eric, hein, la gestion, c'est le patron. La compta, ça peut être le comptable, ça peut être aussi le patron lui-même. Mais c'est bien le chef d'entreprise qui est le responsable de sa bonne gestion. Le comptable peut évidemment apporter des conseils, mais dans la grande majorité des cas, hein, le comptable il interviendra à la fin de l'exercice ou à la fin d'une période et regardera ce qui s'est passé
Alors que gérer son entreprise, c'est bien la piloter, anticiper, être en amont. Donc on peut très bien avoir un comptable qui s'occupe des aspects factures et déclarations, mais il faut qu'il y ait un gestionnaire dans tous les cas. Si je m'éloigne, vous entendez moins. Ah oui, mais si je m'approche, vous me voyez trop. C'est pas facile. Attendez, on va essayer avec ça peut-être, ce sera mieux. Hop. Voilà, donc voilà pour les trois petites questions de démarrage. Euh, hop, voilà. Euh, alors, si on passe ensuite à l'accompagnement et donc à cette question que nous avions posée, voilà, c'est mieux, super, que nous avions posée initialement, pourquoi se faire accompagner lors du lancement? Alors, bah, trois raisons principales, mais il y en a beaucoup, hein. Il faut essayer de gagner du temps et d'éviter de se perdre dans les différentes informations qui existent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, avec Google ou avec les différents moteurs de recherche, facilement accès à des informations, mais alors là, on a plutôt un problème de trop de support, de trop d'informations. Pardon, je lis votre message en même temps. Oui, oui, vous aurez accès au support hein, à la fin de la conférence et vous pourrez du coup le regarder tranquillement. Donc, avoir accès aux informations euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment celles qui vous concernent, notamment hein, sur l'auto-entrepreneur, hein, sur la micro-entreprise. Aujourd'hui, il y a de nombreuses informations qui circulent et toutes ne sont pas forcément soit les bonnes, soit à jour. Et en étant accompagné par quelqu'un qui s'y connaît en création d'entreprise, donc évidemment, on parle de l'ADI, mais on pourrait aussi parler du réseau des boutiques de gestion, BGE, d'associations spécialisées dans la création d'entreprises. Euh, alors, son moins bon, du coup, je vais passer mon temps à l'enlever, à le remettre. Est-ce que peut-être là, c'est mieux en tout cas, voilà, ne pas démarrer seul dans son coin et d'essayer de trouver des conseils. Ok, j'arrête de répondre à chacune des questions et des commentaires. Pour éviter certains pièges de la création, il y a en effet, quand on démarre son entreprise, malheureusement des classiques. On pense à certaines officines de, qui vont essayer de vous vendre. Alors, je ne sais pas, j'ai en tête l'exemple des cartes de visite, mais il y a plein de choses, hein, des encarts, des choses qui peuvent vous paraître parfois alléchantes, où finalement vous allez, sans trop vous en rendre compte, parce que vous venez de démarrer et vous êtes la tête dans votre entreprise, signer un contrat, signer des engagements qui vont derrière vous poser des difficultés. Et en étant accompagné, vous pourrez éviter ce type de piège. Voilà, et pour confronter son projet à un regard extérieur et ne pas avancer seul, hein, on va y revenir, hein, mais sur le comment, le travail sur la motivation, sur la cohérence entre son projet et ce qu'on souhaite, voilà, et ce qu'on souhaite réellement faire, la cohérence d'un certain nombre d'éléments du montage du projet, il faut vraiment avoir un regard extérieur, idéalement de quelqu'un qui se connaît dans la création, qui s'y connaît dans la création d'entreprise, pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour démarrer. Alors, plusieurs études montrent que la réussite des entreprises accompagnées est plus importante que la moyenne. Il suffit d'aller voir sur le site de la PCE. Je vous donnerai tout à l'heure pardon, l'AFE, c'est le nouveau nom. Donc l'AFE dans lequel voilà Agence France Entreprendre sur le site de laquelle vous trouverez les différentes références et ce type d'études à la fois sur la réussite des entreprises accompagnées, sur les taux de pérennité des différentes entreprises, et donc vous pourrez aller plus loin sur ces sujets. Voilà, AFE Création, tout à fait, merci Romain. On passe du coup à la notion de financement. Pourquoi alors, hop, excusez-moi, effectivement, on est à 93 personnes. Donc, le système m'informe qu'on est au maximum du remplissage. Alors, le financement, toujours emprunter quand ça va, démarrer son projet avec un partenaire, garder de la trésorerie. Alors, ces trois points-là sont effectivement essentiels, surtout le premier. Un classique de la création d'entreprise, c'est de se dire, parce qu'effectivement, comme on l'a vu plus tôt, hein, il y a des activités où on peut démarrer avec très peu en tout cas avec peu d'investissement au démarrage. C'est tout à fait, c'est effectivement tout à fait possible. Et donc certains se disent, bah voilà, j'ai des apports, je les mets au démarrage, et puis si jamais j'ai besoin plus tard, je verrai avec la banque.
eh bien, c'est pas forcément un bon calcul. C'est-à-dire que la banque préférera financer un investissement, la banque ou nous, hein, ou n'importe quel financeur, même si effectivement nos critères sont beaucoup plus ouverts que ceux de la banque. C'est plus facile de prendre une décision sur un projet avec une partie investissement, une partie trésorerie, etc., que si vous venez voir le financeur à un moment où vous avez déjà du découvert, des dettes, même pas beaucoup, mais en tout cas plus du tout d'apport. Et donc, il vaut mieux envisager un financement, même petit, dès le départ. Ensuite, le fait d'avoir un regard d'un financeur, surtout quand il vous dit oui et qu'il vous finance, ça vous permet de partir, avec voilà, un capital confiance plus fort. Et puis, de garder vos apports, si vous en avez, j'ai bien vu votre question. Si vous avez un apport, ça vous permet de le garder pour la trésorerie, qui est toujours le plus difficile à financer. Alors, si vous n'en avez pas des apports, puisqu'effectivement, c'est un vrai sujet, c'est bien pour ça que l'ADI existe. Hein. Nous, on est là pour financer les gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire et donc souvent qui ont pas ou peu d'apports. Et on peut très bien financer la totalité des besoins. Hein. Je vous présenterai tout à l'heure les montants qu'on finance. Ça va jusqu'à 10 000 euros. Et pour nous, il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'exclusion sur des aspects de trésorerie, par exemple. On peut financer de l'investissement, de la trésorerie, tout type de besoins liés au démarrage ou au développement de l'activité. Voilà, je passe du coup sur les éléments de parcours et sur les étapes incontournables de la création. Vous êtes tous porteurs d'un projet de création ou vous avez peut-être même déjà démarré votre activité. Ce sont des questions que vous avez dû vous poser. Là, en vous mettant une présentation comme ça, toute simple, avec 4 étapes, ce qu'on souhaite, c'est vous aider à mettre les choses sur le papier. Et donc, il y a beaucoup de questions ici, puisque ce qu'on va mettre sur le papier, ce sont les réponses à ces questions. Donc la première étape, c'est déjà de se poser la question est-ce que mon idée est bonne ou pas. Je prends un exemple, ouvrir un kiosque de vente de gaufres. Est-ce que ça marche en toute saison? Est-ce que il y en a à côté de moi? Est-ce que je sais faire des gaufres? Etc., etc. Donc déjà valider que le projet, que l'idée est bonne. Ensuite, étudier la cohérence du projet. Là, on va, et on va le détailler dans la page suivante, parler de l'étude de marché. Alors, l'étude de marché, c'est tout de suite quelque chose qui prend des proportions très importantes dans l'esprit des personnes quand on en parle comme ça de manière un peu vague. Faire une étude de marché, c'est pas faire une thèse sur le marché de la gaufre, pour rester sur mon exemple de la gaufre, mais c'est vraiment se poser la question de qui vend des gaufres autour de moi, à quel prix, est-ce qu'il y a des gens qui mangent des gaufres, et est-ce que ces gens sont plutôt des jeunes, des vieux, des gens qui ont du pouvoir d'achat ou pas, des gens qui passent devant l'endroit où j'ai prévu de m'installer, etc., etc. Et donc, est-ce que je vais faire que des gaufres sucrées et salées? Si je fais des salés, est-ce que je fais des menus le midi, etc., etc. Oui, Angélique, les crêpes, ça marche bien en ce moment, mais les gaufres aussi. Voilà. Et donc après, comment je fais pour faire venir mes clients? Quelle communication, etc. Voilà, je laisse mon collègue Sébastien répondre aux questions sur les éléments que vous pourrez recevoir après la conférence, etc. On va vous préciser tout ça dans le chat et je continue pour rester dans notre timing parce que le temps passe vite. Ensuite, la troisième étape, c'est le volet financier. Et donc, on est bien aussi sur une étape qui arrive en numéro 3. Évidemment, l'argent, c'est important. Ne pas en avoir, c'est un vrai frein. Néanmoins, les étapes 1 et les étapes 2, on peut les réaliser même si on n'a pas encore complètement réglé la question financière. Et donc, ça n'est qu'une fois qu'on a défini si notre idée paraissait bonne et si qu'on a pu vérifier qu'il y avait un marché qui semble exister pour cette activité-là, on va rentrer dans le volet études financières. Donc, j'ai pu vérifier que effectivement, j'ai une idée intéressante avec mon histoire de kiosque à gaufres. J'ai vérifié que à l'endroit où je voulais m'installer et dans la ville où j'étais le seul à le faire, ou j'étais le moins cher, ou c'était la meilleure qualité, etc., etc. En tout cas, j'ai trouvé, je pense qu'il y a un marché pour mes gaufres. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer, mon plan de financement. Donc, j'ai besoin d'un gaufrier, de quoi faire la pâte, de quoi éventuellement remettre en état mon local, etc., etc. Comment je vais pouvoir financer ces besoins. Et puis ensuite, le volet, combien de gaufres il faut faire pour réussir à équilibrer et donc payer l'ensemble des charges. Mais on va en reparler.
Voilà, et puis le dernier point, et c'est encore un point important, c'est le volet choix juridique et immatriculation. On va le détailler tout à l'heure selon les différents cas. Du coup, sur la première étape de bien se connaître et de vérifier que son idée est bonne, il faut passer par toutes ces questions-là, que je ne vais pas vous lire dans le détail, mais en gros, c'est le vouloir faire, le savoir-faire et le pouvoir faire. Et donc, en se posant l'ensemble de ces questions, vous allez à la fois creuser ce que vous avez vraiment envie de faire, jusqu'où vous êtes prêt à aller sans dépasser vos limites, et ce que vous êtes voilà, en mesure de faire. Et du coup, vérifier comme ça que vous êtes bien sur un projet qui est dans vos cordes et pas sur un fantasme, je dirais, alors sans utiliser les grands mots, mais c'est vrai qu'on peut avoir une tendance parfois à s'imaginer peut-être voilà, un petit peu trop ambitieux sur certains projets. Et il faut s'assurer que tout ça est cohérent entre ce que je veux faire, ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'en pense mon entourage. Et si vous avez une super idée qui vous paraît exceptionnelle, mais que l'ensemble de votre entourage qui vous connaît bien vous dit que ça leur paraît étrange, il faut quand même prendre en compte ce genre de signaux. Parfois, c'est l'entourage qui, qui peut avoir quelques freins, mais il faut aussi quand même savoir écouter un petit peu ce que pensent vos amis autour de vous. Encore une fois, si vous voulez démarrer une activité dans le domaine des gaufres et que jamais personne ne vous a vu faire une gaufre, ça peut effectivement leur poser question et il faudra être à l'écoute de ce type de retour. Donc ça, c'est prendre le temps de bien réfléchir à est-ce que mon projet il est en phase avec ce que moi je souhaite, et ce que je peux faire. Ensuite, on va essayer de vous résumer l'étude de marché. Alors, normalement, les bulles s'affichent une par une, mais l'animation n'a pas suivi n'a pas suivi la mise en ligne. Je vous le disais tout à l'heure, je l'ai un peu survolé tout à l'heure, hein, mais en gros, il y a 5 grosses questions à se poser quand on fait l'étude de marché. Le volet réglementation, hein, effectivement, on est aujourd'hui en France en 2017, et donc il y a un certain nombre d'appliques aux différentes activités, hein, que ce soit selon votre activité, vous allez relever de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers, en fonction du type d'activité ou de la chambre d'agriculture. En fonction de l'activité, vous pouvez avoir un certain nombre de règles spécifiques. Je pense à l'hygiène si on est notamment sur les activités de cuisine, mais selon les domaines d'activité, il y en a pas mal de choses. Donc là encore, c'est bien d'être entouré pour connaître le détail des réglementations qui s'appliquent à vous. Effectivement, il faut commencer par là, hein, pour être sûr qu'on a les moyens de remplir les règles sans que ça coûte trop cher, si on n'a pas d'énormes moyens pour démarrer. Les clients, on en parlait tout à l'heure, hein, d'essayer de définir le portrait type du client et comment je vais réussir à les toucher. La zone de chalandise, quels sont les concurrents autour, je touche qui, voilà, comment je me rends visible si c'est une boutique, comment je me rends visible sur le net si c'est une activité de service, etc. Le volet concurrent, qui est autour de nous et voilà, qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce que c'est différent, à quel prix, etc. Et les fournisseurs. Dans l'exemple des gaufres, c'est pas forcément très pertinent puisque là, il faut savoir où on achète ses produits, mais enfin quand même. Mais évidemment, dans une activité d'achat-revente, cette question-là du fournisseur, du prix des fournisseurs, des délais de livraison, de la marge possible sur le prix d'achat, tout ça, c'est évidemment des points essentiels. Donc, vous voyez, on arrive à résumer en une page, mais il y a effectivement derrière chacune de ces bulles beaucoup de questions à se poser en fonction de la qualité, en fonction du type de projet que vous avez et des difficultés qui peuvent se poser au fur et à mesure du projet. J'avance en essayant de faire abstraction de toutes les questions puisque je vois que mes collègues vous répondent en parallèle et je les en remercie. Alors, sur le montage financier, pardon, pas facile à dire, montage financier. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Ici, on vous a fait une présentation schématique du plan de financement. En fait, on met d'un côté tout ce dont on a besoin et de l'autre tout ce qu'on peut apporter. C'est assez simple, hein, finalement. Donc, ce qu'on appelle frais d'établissement, c'est pour aller immatriculer l'entreprise, etc. Les investissements, ça va être mon gaufrier, éventuellement mon frigo, etc., etc. Mon stock, ça va être ma farine, mes œufs et ma trésorerie de départ. Ça va être ce dont j'ai besoin pour passer l'hiver si je démarre en février, considérant que si j'ai un kiosque et que je suis en extérieur, je risque de faire évidemment beaucoup moins de chiffre d'affaires au milieu de l'hiver que pendant l'été. Bon, de manière très caricaturale, on peut arriver à faire un plan de financement juste en prenant une feuille et en faisant preuve d'un peu de bon sens
Éventuellement, en ayant un ordinateur sous la main pour demander des devis et pour préciser les choses, c'est encore mieux. Mais il n'y a pas besoin de faire 3 ans d'études de comptabilité pour pouvoir faire un plan de financement. Ce qu'il faut là, c'est vraiment du bon sens et réussir à avoir suffisamment de recul pour évaluer avec, comment dire, avec objectivité, avec sérieux, ce que va me coûter le démarrage. Et en face, qu'est-ce que je peux mettre? Les apports personnels, si j'en ai. Alors, sachant que les apports, hein, quelqu'un tout à l'heure disait, oui, mais comment on fait quand on n'a pas d'apport? Alors, on peut très bien déjà avoir des apports en nature. Par exemple, j'ai déjà une voiture que je vais utiliser pour l'activité, eh bien, c'est un apport en nature. Je l'apporte à l'entreprise. Et puis, on peut avoir des apports qui, du coup, sont pas forcément voilà, des montants énormes, mais même 500 euros, 700 euros, 1000 euros, ça montre aux financeurs que bah, vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté et que vous-même, vous mettez une part voilà, de vos économies dans le projet. Et puis ensuite, on a fait un gros bloc prêt, alors qui peut être un microcrédit, qui peut être un prêt de la banque, qui peut être un mix de prêts bancaires et de prêts d'honneur. Voilà, nous, évidemment, on recherche dans tous les cas des solutions complémentaires pour que le prêt puisse faire effet levier sur une aide NACRE, qui est un financement de l'État, sur éventuellement un prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro. Enfin, voilà, tout ça pour faire en sorte que les montants empruntés par les personnes qu'on finance soient supportables par rapport à ce qu'ils prévoient comme revenus. Voilà, si je passe du coup à la page suivante où on va commencer à parler un peu exploitation, là aussi, hein, on vous l'a présenté comme ça de manière très schématique, mais si on est toujours sur notre exemple des gaufres, euh, on peut tout à fait, sans avoir fait là non plus des années d'études de comptabilité, remplir ce document sur la base de ce qu'on peut prévoir. Alors évidemment, le plus simple, c'est de partir sur des mois. Voilà, dire le premier mois, je pense faire ça, le deuxième mois, je pense faire ça, et puis de se poser la question de bah, si je vends 5 gaufres par jour à 3 euros, je dis n'importe quoi, hein, eh bien, ça va me faire 15 euros de chiffre d'affaires par jour, multiplié par 20 jours, ou 30, si, bref, vous voyez la logique. Et donc de détailler par produit, mes gaufres salées, mes gaufres sucrées, les boissons, les soupes, que sais-je. Voilà, et en face, les charges, le loyer si j'ai un local, les matières premières à essayer de déduire, l'EDF, etc., etc. Euh, voilà, et donc ça me permet de dire que chaque mois, je prévois de gagner temps. Alors avec une évolution, si on est toujours sur notre exemple des gaufres, je sens que vous allez tous avoir envie d'une gaufre à la fin de cette conférence. Moi, à force d'en parler, j'avoue que... et donc si on est sur l'exemple des gaufres, on peut prévoir que février, ça risque d'être un petit peu calme, mars, ça devrait être un peu mieux, et puis voilà, et puis on espère bien que l'été, ça va cartonner voire continuer en décembre, parce que finalement, ça peut aussi marcher l'hiver, mais tout dépend d'où on est placé. Enfin bref, donc on peut avoir, pardon, je m'égare, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut réfléchir à la saisonnalité. Sur certaines activités, on sait déjà que les mois d'été vont être les plus gros mois sur des activités touristiques, par exemple, alors que les mois d'hiver vont être des mois difficiles. Les activités de vente sur les marchés, c'est aussi beaucoup comme ça. Et puis à l'inverse, on a des activités qui fonctionnent toute l'année de manière linéaire, mais qui vont s'arrêter en juillet-août parce qu'elles sont liées, par exemple, à un collège ou un lycée qui est juste à côté, un restaurant par exemple qui serait placé devant un lycée. Et donc voilà, il faut réfléchir un petit peu à la saisonnalité et résumer ça en annuel ici pour avoir une vision d'ensemble et consolider et s'assurer effectivement que sur l'année, eh bien, on ne perd pas d'argent. Voilà pour cet élément. Du coup, alors on arrive au troisième point qui est comment savoir si j'ai assez de cash à la banque. Là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. J'avais anticipé. C'est donc le plan de trésorerie qui va vous permettre de définir mois par mois quelle est la situation de votre. Arrêtez avec le caramel et la chantilly, c'est pas sympa. Qui va vous permettre de savoir, pardon, s'il y a des risques qu'il y ait des mois négatifs, auquel cas il faut anticiper, soit en trouvant une solution d'apport ou d'aide de l'entourage, soit de découvert bancaire, en anticipant, hein, en allant demander à la banque avant d'avoir cette situation. Oui, oui, on reste dans la conférence. On reste dans la conférence, pas de problème. Donc voilà, vous voyez la logique donc de calcul des charges d'un côté et du chiffre d'affaires de l'autre. Donc en globalisé annuel. Et si on est ensuite sur le plan de trésorerie, c'est exactement la même chose, mais mois par mois. D'accord? Sachant que
Vous verrez sur le site de l'ADI Festival, vous trouverez les liens vers le site d'ADI Connect, etc. Et vous avez des modèles de plans de trésorerie, de plans de financement que vous pouvez télécharger et remplir. Ah bah voilà, on vient d'ailleurs de vous mettre le lien juste à côté. Les grands esprits se rencontrent. Merci Sébastien. Alors, le dernier point sur les questions à se poser importantes avant de démarrer. Donc, on a vu de l'idée au projet, on a vu l'étude de marché, on a vu l'étude financière rapide, mais néanmoins, on a vu l'étude financière. Et puis, il reste la question du statut, qui est un vrai sujet en France, puisque c'est effectivement un petit peu compliqué. Il y a différents statuts qui existent. Il y a l'entreprise individuelle, à l'intérieur de laquelle on trouve les micro-entreprises notamment. Il y a les différentes sociétés, URL, SARL, SASU, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais donc on l'a présenté sous cette forme parce qu'effectivement le statut juridique ici entraîne en fait des questions sur tous ces points-là. De paiement ou pas de la TVA, d'impact du coup sur le chiffre d'affaires, de contraintes administratives, de protection ou pas du patrimoine, de protection sociale différentes et de l'impact des revenus du conjoint. On n'a mis que quelques points, mais enfin vous voyez que derrière ça, il y a beaucoup de questions et donc c'est vrai qu'il faut faire attention avant de prendre ces décisions, selon le type d'activité que vous allez avoir, le chiffre d'affaires que vous prévoyez, votre situation personnelle, marié ou pas, enfant ou pas, patrimoine ou pas. Eh bien, la décision pourra être différente sur ce statut juridique. Et donc, il y aura d'un côté la question du régime fiscal, la micro-entreprise la question de la micro-entreprise ou pas, et elle simplifiée ou pas. Et de l'autre côté, le régime social, donc c'est tout ce qui concerne la sécurité sociale, où là, vous pouvez opter pour le micro-social ou le régime général. Donc, vous présentez ça en 1 minute 30 dans le détail, c'est absolument impossible. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il y a vraiment des questions à se poser. C'est pas insurmontable, mais c'est sûr que c'est mieux de ne pas se les poser tout seul. En tout cas, il ne faut pas zapper cette étape et se retrouver du coup dans un statut juridique qui va avoir des conséquences du coup de complexification pour vous de l'entreprise. Voilà dans les grandes lignes pour les différentes étapes. En quelques mots, pour vous parler rapidement de l'aide. Donc nous, évidemment, notre travail, c'est le financement des personnes qui souhaitent créer ou développer leur activité. On l'a mis ici, donc on fait des microcrédits qui sont 10 000 euros. On accompagne les gens depuis ces différentes étapes là avant le projet jusqu'après le financement, sachant que nous, l'idée, c'est de proposer un microcrédit accompagné, donc de proposer un accompagnement aux personnes qu'on va financer, et puis une fois qu'on les a financées, de poursuivre cet accompagnement. On peut proposer une micro-assurance pour permettre de démarrer en étant assuré, en étant bien assuré, c'est-à-dire avec une assurance qui correspond sous ce terme de micro-assurance. Et on peut aussi, dans un certain nombre de cas, vous proposer une activité clé en main avec la micro-franchise. C'est le cas, par exemple, dans des domaines comme l'espace vert ou dans des domaines comme l'aide à l'utilisation du numérique, où on a une micro-franchise dans ce domaine-là. Voilà, et puis bon, il y a aussi un certain nombre de choses, des bons plans, un annuaire, toutes choses que vous pourrez retrouver sur le site de l'ADI, on vous a mis les liens. Donc vous pourrez regarder tout ça en suivant les différents liens. Voilà sur les services de l'ADI. Et donc pour terminer, je vais prendre vos questions après, je vois que ça arrive, je vais les prendre, je vais remonter le fil. Sur les différents partenaires, donc on voulait bien préciser ici que on n'est pas dans une démarche de vendre uniquement les services de l'ADI, mais bien de vous orienter au mieux. Donc vous avez Pôle emploi, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, qui propose un certain nombre de formations dont on vous a mis les acronymes pour la création d'activités. Donc il y a le numéro qui est le même pour tout le monde, sur lequel vous pouvez bénéficier de formations gratuites si, après ce qu'on vient de voir, vous vous dites il faut que je me fasse une petite formation pour être au niveau sur ces sujets. Vous avez BGE, qui est un réseau d'associations qui propose des stages et des formations qui peuvent être gratuites ou en tout cas prises en charge par Pôle emploi, ou si vous bénéficiez du RSA, qui peuvent vous permettre d'avancer sur votre projet. Et puis partout, dans tous les départements, vous avez les chambres consulaires qui peuvent là aussi vous aider à voir, selon les cas, si c'est gratuit ou pas. Ça n'est pas toujours gratuit. Voilà.
Et donc, le lien vers la page de la PCE qu'on a évoqué un peu plus haut est remis ici. Vous pouvez trouver de manière tout à fait, du coup, alors c'est APCE qui est devenu AFE, mais les liens fonctionnent toujours. Vous pouvez trouver les informations. Voilà, et pour terminer, un portrait d'un de nos clients, hein, quelqu'un qu'on a financé dans l'entretien d'espace vert, qui est passé par une formation qui s'appelle Gagner de clients chez nous, c'est une formation plus sur le volet études de marché, et qui a ensuite bénéficié d'un accompagnement individuel à la carte, sachant que l'accompagnement, hein, c'est complètement gratuit à l'ADI. Il a ensuite bénéficié d'un financement avec deux crédits, un microcrédit de 3 860 € et un prêt d'honneur de 1 830. Et puis, il a ensuite bénéficié d'un suivi par un de nos chargés d'accompagnement. Voilà, et donc aujourd'hui, là, il est sur le point de passer en SARL et a priori, ça se passe bien. On a vu ce matin une coiffeuse, par exemple, hein, qui a démarré il y a 5 mois, qui a pris un local grâce à un microcrédit de 8 000 € et qui avait eu une prime à côté d'un conseil régional de 3 000 € versée en 2 fois. Donc on essaye, encore une fois, de faire en sorte que le microcrédit permette de lever des aides quand elles existent, puisque malheureusement, c'est pas le cas partout. Voilà, je vais un peu vite pour qu'on ait le temps d'échanger. On est dans les temps. Je voulais évidemment vous faire part du programme des webconférences. Donc vous avez vu que ce mode pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, c'est un mode de communication qui est qui vous permet de ne pas avoir besoin de vous déplacer et d'avoir accès directement à l'information. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à participer à nos autres webconf. Cette semaine, il y en a 3 autres, enfin 4 autres, pardon. Une mardi, ça y est, je fatigue. Une mardi, excusez-moi, sur le Zoom sur la stratégie commerciale, donc il y a la même heure, hein, 14h30. Mercredi, les aides pour créer sa boîte. Jeudi, les trucs et astuces pour réussir sa demande de microcrédit. Et vendredi, la micro-franchise dont on parlait, où là, vous pourrez avoir des informations plus détaillées sur la micro-franchise. Vous avez le lien que je vous avais mis au début de la webconf, mais alors maintenant, c'est très haut dans le chat. Là, vous pouvez, en cliquant sur ce lien, retrouver l'ensemble des événements, dont les webconférences, et vous pouvez, en cliquant, vous inscrire, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour participer à celle-ci. Voilà, pour finir, les dernières infos à connaître sur l'ADI, c'est que vous pouvez faire une demande de rendez-vous en ligne, ça vous engage à rien, vous allez voir sur le site et vous pouvez du coup avoir directement accès à l'agenda du conseiller le plus proche de chez vous pour prendre un rendez-vous, ou alors passer un coup de fil, hein, c'est un numéro à tarif local, le 09 69 328 110, vous pouvez appeler pour avoir plus de renseignements et éventuellement voir si vous pouvez obtenir un rendez-vous. Voilà, j'en ai fini avec la partie présentation, du coup, dans le délai qu'on s'est prévu. Je vais remonter un petit peu dans le chat pour voir si on a bien répondu à toutes vos questions. Alors, dis-moi Sébastien. D'accord. Alors, peut-on être chef d'entreprise? Alors ça, c'était répondu. Accompagnez-vous et conseillez-vous les professions libérales? Oui, tout type d'activité. 2 personnes porteuses d'un même projet peuvent-elles profiter de l'ACRE? Oui, l'ACRE, c'est possible. Alors après, sur NACRE, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, c'est un dispositif d'État, donc il faut vraiment voir selon votre situation. Les histoires d'ACRE et de NACRE, quand il y a 2 associés, dépendent de la répartition des parts, et donc il faut voir dans le détail. Et donc là, il vaut mieux prendre rendez-vous, madame ou monsieur, pour avoir une réponse précise là-dessus. Salarié sous le régime de l'auto-entrepreneur, point d'interrogation. Non, a priori, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de salarié. Si vous avez besoin de prendre un salarié, vous devez à ce moment-là changer de régime. L'exception, c'est que vous soyez salarié et que vous fassiez une activité à côté en tant qu'auto-entrepreneur. Ça, effectivement, c'est possible. D'accord? Mais qu'une auto-entreprise ait des salariés, c'est pas possible. Salariés, c'est un. Les microcrédits ont un taux zéro ou non? Non, Eric, les microcrédits ont un taux qui va de 6,69 à 7,63 selon le montant du prêt, sachant que, de toute façon, selon votre besoin, on vous fait une petite simulation et on vous donne précisément le coût. Comme on est sur des prêts qui sont en moyenne plutôt de 4 000 à 5 000 € sur des durées qui sont en moyenne d'une vingtaine de mois, on reste sur des coûts d'intérêt qui sont tout à fait raisonnables. Et comme je vous le disais, hein, on essaye, dans tous les cas où c'est possible, de faire en sorte que ce microcrédit permette. Proposez-vous un accompagnement pour les 18-25 ans? Oui, Romain, on propose un accompagnement on propose un accompagnement pour tout le monde, pour les 18-25 ans et même pour les 18-32 ans. Dans une vingtaine de villes de France, on propose un dispositif qui s'appelle Créa Jeune,
qui permet de travailler son projet aux de jeunes qui ont comme vous un projet de création d'entreprise. Voilà, bah, c'est ce qu'ont répondu mes collègues, pardon, je n'avais pas vu. Le prix moyen des frais d'immatriculation d'une société. Sébastien, tu peux nous faire les recherches pour répondre à cette question de manière précise. Ça dépend du type de société, mais on doit pouvoir vous donner l'info. Marie-Pierre, tenir un stand sur un marché de façon saisonnière, quel statut? Peu importe le statut, à vrai dire, hein. La question, c'est que faites-vous hors saison? Donc voilà, si vous avez une autre activité hors saison, c'est-à-dire si vous êtes salarié 6 mois de l'année et que vous avez une activité indépendante 6 mois de l'année, je pense que le statut qui va bien, c'est le statut d'auto-entrepreneur, enfin de micro-entrepreneur, qui vous permettra de déclarer des revenus en tant qu'auto-entrepreneur pendant la saison d'été et d'être salarié et donc de ne pas avoir de revenus à déclarer pendant la saison d'hiver. L'accompagnement a dit est-il gratuit? Oui, Élise, tout à fait, c'est gratuit. Alors, hop, Corinne, SAS, ok, auto-entrepreneur, non donc. Oui, ouais, on a répondu. Voilà. Alors, ensuite, je descends. Est-on obligé d'être avec le RSI? Et oui. Enfin, c'est ça, sauf certaines formes d'activité. Mais de manière générale, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que justement, le régime, le RSI, c'est bien la caisse commune, hein, donc à l'ensemble des indépendants. Et le principe, c'est que vous y êtes affilié. Joséphine, j'aimerais savoir ce que vous entendez par ne pas entreprendre seul. Je suis seul sur mon projet, mais je vais travailler avec une graphiste qui va travailler sur toute l'image de marque et la création du site web. Et j'ai 5 personnes me proposant de relire mon prévisionnel. Je ne considère pas. Non, vous avez raison. Non, non. Si vous êtes bien entouré par 5 personnes qui sont passées par là et en qui vous avez confiance, ça me semble effectivement très bien. Dans la mesure où ces personnes-là ont bien les dernières informations à jour sur l'évolution, sur les évolutions liées à la création d'entreprise. Alems, je ne peux pas participer mercredi, mais le thème m'intéresse. Comment puis-je récupérer une présentation? On va voir ce qu'on peut faire. Si vous avez pu mettre votre adresse mail ou pas. Daniel, le micro. Voilà. Franck Rouanel, c'est un taux d'usure. Non, Franck, c'est pas un taux d'usure. On va parler concret, du coup, pour pas dire de bêtises, mais si on. Non, déjà, dans le crédit professionnel, il n'y a pas de notion d'usure. Et quand bien même, hein, si on parle je sais pas moi, on va prendre un microcrédit de 6 000 € sur 30 mois, ça fait 220 € par mois d'échéance, hein, de mensualité. Et le coût mensuel du crédit, tout compris, c'est 30 € par mois. Voilà. Donc on n'est pas sur des choses délirantes. Tout dépend à quoi on compare. Si vous avez comme référence un prêt immobilier, un prêt sur 20 ans, ou les taux actuels de la Banque de France, effectivement, ça peut paraître très élevé. Par contre, voilà, les références qui s'appliquent à nous ne sont pas tout à fait celles-là. Et donc, on est sur des taux qui peuvent paraître élevés, mais qui, comme je le disais, hein, selon le montant et la durée, restent raisonnables en coût du crédit. Alors, peut-on demander un microcrédit si on rembourse déjà un autre? Tout dépend de l'autre prêt. Si vous remboursez par exemple un prêt immobilier, donc c'est un prêt voilà, pour vous loger, ça pose pas de difficulté. Si vous avez déjà eu des prêts pour la création de votre activité et que vous êtes en train de les rembourser, ça va poser problème. Donc tout dépend du type de prêt. Ce sera ma réponse. Quel serait le statut pour une création de box mensuelle avec 1 ou 2 salariés? Alors écoutez, monsieur ou madame B. Almeida, box mensuelle, j'avoue, je ne comprends pas le concept. Et donc, plutôt que de vous dire une bêtise, je vais pas répondre. En fait, vous allez recevoir à la fin de la webconf un lien qui vous permettra de nous contacter pour qu'on voit les choses dans le détail. Toute personne peut avoir une aide selon l'apport personnel. Alors, Angélique, en fait, si on parle du microcrédit, l'obtention du microcrédit n'est pas liée à un apport, hein. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin je pense l'avoir dit, hein, on peut très bien financer la totalité du plan de financement. Si on est toujours sur mon exemple de gaufre, si vous avez besoin de 4 000 € pour démarrer une activité avec voilà, 1 500 € d'achat de matériel, 1 000 € de stock et puis un petit peu d'autres dépenses en parallèle et que vous n'avez pas d'apport, on peut très bien financer les 4 000 €.
Euh, Après, de manière générale, dans la construction d'un plan de financement, c'est vrai que c'est mieux si on peut avoir un apport, mais il n'y a pas du tout d'obligation. Voilà, donc sur les frais d'inscription, on vous a mis le lien pour ne pas dire de bêtises. Euh, alors, hop, attendez, pardon. Du coup, alors sur les statuts, du coup, on n'a pas prévu de les détailler là. Alors donc sur le libéral, le IRL, quel statut choisir entre SAS et association. Ça, là, vraiment, ça dépend beaucoup de votre activité et de ce que vous voulez faire. Là, on ne peut pas répondre comme ça. Effectivement, en profession libérale, on va plutôt relever de l'URSSAF et on n'a pas le choix. C'est URSSAF et le RSI, c'est pour les autres activités. Quand on dit qu'il faut se faire accompagner, c'est bien ce genre de questions qu'il faut trancher. Là encore, ça va vraiment dépendre de votre cas. Voilà. J'hésite entre deux idées de projet de création. Est-ce que l'ADI peut nous aider à ce niveau? Oui, tout à fait. Vous pouvez prendre rendez-vous, expliquer. Donc, appelez le numéro là, le 09 69 328 110. Ça vous coûtera pas de sous autre que le coût normal d'une communication. Et vous pourrez expliquer vos deux projets et voir si on peut vous recevoir pour creuser avec vous. André, attendez, pardon, ça va trop vite. J'arrive pas à suivre. André, lien pour le support SVP ou est-ce que vous l'envoyez par email? Alors, il faut que je vérifie. Ouais, Lucie, si tu m'entends, je pense que effectivement à la fin de la conférence, vous recevez un lien avec qui vous permet d'accéder au support. Si c'est pas le cas, de toute façon, on a vos emails, donc on vous l'enverra par mail. Puisque quand vous vous êtes inscrit, vous avez mis votre adresse mail pour que ça puisse démarrer le chat. Voilà. Peut-on être artiste et micro-entrepreneur affilié à la Maison des Artistes? Question compliquée. Je pense que si vous êtes affilié à la Maison des Artistes, vous êtes affilié à la Maison des Artistes et non, vous n'êtes pas auto-entrepreneur à côté. Mais là, j'avoue, je suis pas moi un spécialiste des statuts, donc je ne veux pas dire de bêtises. Là, sur la Maison des Artistes, tout dépend où vous êtes, Marika. Mais là, il faut trouver une asso qui vous conseille là-dessus, hein. Est-ce qu'il faut un garant pour un prêt à l'ADI? Bonne question, Joséphine. Oui, enfin c'est mieux. Alors, en fait, à l'ADI, on vous demandera de trouver une personne dans votre entourage qui se porte caution pour la moitié du montant du prêt. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va nous faire un chèque de la moitié du montant du prêt. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin d'un prêt de 3 000 euros, on vous demandera de trouver quelqu'un qui peut se porter caution sur 1 500. Maintenant, il y a d'autres alternatives selon votre situation, selon votre besoin. Et donc, voilà, il faut savoir qu'on vous demandera en tout cas de ne pas être tout seul et de nous apporter une sorte de gage qui nous permet de vérifier la, voilà, la solidité de votre projet et la solidité de votre entourage. Mais ça, on peut le voir avec vous si c'est un sujet qui pose question. Euh, alors, peut-on être accompagné par l'ADI de sa commune? Oui, oui, ça on peut faire. Ah pardon, tu as déjà répondu Sébastien, j'ai pas vu. Alors, en fait, la différence entre le microcrédit et la banque, merci pour la question, monsieur ou madame de Almeida. Nous, on intervient si la banque ne peut pas intervenir. Donc, si vous pensez que la banque peut vous financer, commencez par là. Si par contre, pour différentes raisons, vous pensez que ça ne fonctionnera pas avec la banque, vous pouvez directement nous solliciter. Je souhaiterais partir sur une SASU pour faire de l'action et soutien aux entreprises dans le domaine du travail, droit social, formation et ateliers divers. La SASU est-elle adaptée? Alors, je ne saurais pas vous le dire, monsieur Pinaire français. Tout dépend de votre plan de financement de démarrage, de vos prévisions de chiffre d'affaires, etc. Là, je vous invite à passer un coup de fil au 09 69 328 110 pour qu'on regarde votre cas précis. C'est pas juste l'activité qui va nous permettre de définir le statut adapté. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Prévision de chiffre d'affaires, votre situation patrimoniale, votre situation conjugale, etc., etc. Et on ne peut pas répondre comme ça, devant tout le monde en plus, à la question. Voilà. Alors, on en est où? Si on peut. Alors,
Et Katerina, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais il doit me manquer des morceaux. Je suis encore trop haut, voilà. Contrat, CAPE et aide ADI. Alors, CAPE, Sébastien, tu es au clair avec CAPE? En tout cas, être dans une activité salariée et avoir une activité à côté en auto-entrepreneur qu'on puisse financer, ça c'est possible. Ou avoir un contrat et avoir besoin d'un financement pour financer un véhicule ou etc. C'est aussi possible. Donc dans les deux cas, passez un petit coup de fil. Microcrédit pour trésorerie au démarrage, oui, c'est possible. On essaye de répondre. Hein, voilà, on a répondu en parallèle. Sébastien, là, qui est à côté de moi, répond en parallèle à vos questions. Sur le taux des microcrédits, j'ai répondu. Doit-on consulter un expert comptable pour faire les différentes études? Il n'y a rien d'obligatoire, Copol. Copol, j'imagine que c'est pas votre prénom. Mais, du coup, non, non, rien d'obligatoire. Si vous avez la possibilité de, comme la personne tout à l'heure qui disait être entouré par 5 personnes qui ont déjà créé leur activité, voilà, si c'est pas une activité trop complexe, vous pouvez faire exactement comme on l'a vu tout à l'heure et définir le montant total de vos charges et le montant total de vos ressources. Euh, alors, Eric, Eric, du coup, sur votre question, non, nous, on ne peut pas intervenir en complément d'un prêt bancaire. Par contre, il y a les plateformes d'initiatives locales qui peuvent le faire. Je pense qu'on va vous mettre le lien vers Initiative. Hein. Alors, attendez, ouais, voilà, on va vous mettre ça. Et donc, Initiative, c'est une association, un réseau national avec voilà, qui est partenaire de l'ADI, et eux interviennent en complément de prêt bancaire s'il y a besoin de compléter un prêt. Contrat en couveuse, ah bah oui, en couveuse, très bien. On prend, on peut faire, tout à fait. Euh, ouais, avec plaisir même. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà. Alors, attendez, pardon, ça a sauté encore. Peut-on faire une association avec le microcrédit? Alors, l'association, c'est compliqué pour nous, monsieur ou madame Dumas. Donc, a priori, non, pour répondre clairement à la question. Catherine, donc sur la couveuse, on peut tout à fait intervenir. Globalement, pour être très clair, hein, on part plutôt sur des financements, plutôt un premier financement à 2000, 1000, 2000, 3000 euros, enfin pas trop élevé pour accompagner la période de couveuse, et après on peut refinancer pour la sortie de couveuse, si tout se passe bien. Voilà. Franchise, tout à fait, on peut tout à fait intervenir. On peut tout à fait intervenir sur des franchises. Est-ce qu'on conseille de partir en franchise? On vous conseille surtout de regarder sur notre site ce qu'on peut vous proposer en micro-franchise, donc qui sont des franchises qu'on a testées, voire élaborées pour vous, justement en visant des plans de financement de l'ordre de 10 000 euros maximum. Et donc la micro-franchise, ça peut être effectivement une solution intéressante. Allez voir sur le site AdiConnect, dont Sébastien vous a mis le lien un petit peu plus haut, et vous pourrez trouver les différentes activités dans lesquelles on propose une micro-franchise. Après, de manière générale, les grosses franchises commerciales telles qu'on les connaît, elles nécessitent souvent un besoin de financement supérieur aux 10 000 euros qu'on peut prêter. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a presque répondu à toutes les questions. Alors, Catherine, pour microcrédit sur la trésorerie, eh bien, on regardera avec vous tout ce qu'on a vu là, votre motivation, ce que vous connaissez de votre marché, de combien vous avez besoin. Et on regardera en plus votre situation à vous, perso, pour voir comment vous pouvez rembourser ce crédit. Donc, si vous avez un microcrédit pour la trésorerie, passez un petit coup de fil et prenez un rendez-vous et on regardera avec vous. Bon, merci à vous. Je suis désolé, j'ai un peu dépassé par rapport au timing. On a essayé de répondre à toutes vos questions. Si par hasard on en a oublié, donc on vous a mis l'adresse mail de Lucie Louvet, qui est notre chef organisatrice de l'ensemble de ces conférences et que je remercie puisque je crois qu'elle fait partie de l'audience. N'hésitez pas du coup à envoyer ces mails, à revenir demain pour le thème de demain. Et on vous envoie de toute façon un lien à la suite de cette conférence. Et un grand merci à vous pour votre intérêt, toutes vos questions. Et puis pour tous ceux d'entre vous qui ont un projet, je vous souhaite, quelles que soient les étapes vers lesquelles vous vous dirigez, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet. Et une fois encore, merci beaucoup de votre participation. À bientôt et merci à Sébastien qui a répondu au fil de l'eau aux questions en cherchant les infos les plus pertinentes possibles. Un grand merci, au revoir.